cycle. Cette semaine, on parle autonomie gynécologique et c'est moi qui ai le bonheur d'interviewer tous nos invités. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce dont moi j'ai envie de parler pour ce sommet, à savoir tout ce que j'aurais aimé savoir avant. Avant de creuser, avant de lire des livres, avant d'en faire mon métier. Tout ce qui me semble aujourd'hui essentiel et très dommage que ce soit méconnu. Je me suis aussi inspirée de tous les emails qu'on reçoit de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui nous disent mais c'est un truc de fou, je découvre ça alors que je suis mamie et ménopausée, c'est un truc de fou, je découvre ça à 53 ans, je suis contente parce que je vais pouvoir le transmettre à ma fille. En tout cas, il y a cette notion de mais pourquoi on me l'a pas dit avant. Alors qui suis-je pour vous parler de ça? Je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice du mouvement Kiffe ton cycle. Ça fait à peu près une petite dizaine d'années maintenant que je fais des recherches sur le cycle menstruel. J'ai commencé à m'y intéresser quand le mien ne fonctionnant pas, je suis allée en procréation médicalement assistée pour essayer d'avoir un enfant qui est là aujourd'hui, elle a 7 ans. Et à cette époque-là, eh bien, j'ai vu des grands changements d'énergie, d'humeur, quand j'ai commencé à me piquer aux hormones. C'est un peu dur, mais c'est comme ça que je le vivais vraiment. Je me faisais des piqûres d'hormones et j'ai vu des changements majeurs. Et comme les médecins m'ont dit, oh, il n'y a pas de raison que ça fasse quoi que ce soit sur l'humeur, sur l'énergie, je me suis dit, c'est un truc de fou. Et j'ai commencé à creuser. Et c'est là que mon parcours a commencé. Avant, ça faisait 14 ans que je travaillais dans la banque et j'ai adoré mon métier dans la banque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate beaucoup plus avec ce mouvement Kiffe ton cycle qui vise à réhabiliter le cycle menstruel, qui vise aussi à diffuser les connaissances. Et c'est tout l'esprit de ce sommet. Alors, petit disclaimer hyper important pour moi, on va beaucoup parler de femmes pendant le sommet. Et c'est vrai que moi, quand j'ai créé le mouvement Kiffe ton cycle, mon idée est d'œuvrer pour l'empowerment des femmes. Maintenant, ça, c'est mon combat. Mais je n'ignore pas que parmi les personnes qui sont touchées par les problématiques liées au cycle menstruel, eh bien, il y a aussi des hommes, notamment des hommes transgenres, des personnes non binaires, donc qui ne se reconnaissent et qui ne sont de fait ni des femmes ni des hommes. En tout cas, la palette est très large. J'ai envie de vous dire que voilà, effectivement, pendant ce sommet, on va souvent parler de femmes. Moi-même, j'utilise ce terme parce que c'est ma cause, entre guillemets. Ma cause est vraiment de permettre aux femmes d'être à leur juste place dans la société. Maintenant, si je pense que les informations peuvent vous intéresser vraiment, même si vous êtes un homme, même si vous êtes une personne non binaire, voilà, passez peut-être par-dessus ce verbatim qui peut sembler être binaire, et je l'entends tout à fait. Ce n'est pas qu'on vous ignore, c'est que déjà c'est plus complexe à mettre en œuvre à l'oral souvent parce que les mots viennent naturellement. Et la deuxième chose, comme je vous l'ai dit, je l'assume très bien, mon combat au quotidien se situe pour l'égalité des femmes. En tout cas, pour que les femmes se trouvent à la juste place dans la société. Je soutiens à 400% les combats qui visent à la même chose pour les personnes transgenres, pour les personnes non binaires. C'est juste pas mon combat. Maintenant, c'est pas pour autant que je vous ignore et pour ma part, j'utiliserai le plus souvent possible le terme personne menstruée. Mais voilà, sachez que on va parler régulièrement de femmes sur ce sommet. Malgré tout, vous êtes vraiment les bienvenus, qui que vous soyez, quelle que soit la façon dont vous vous définissez. Voilà pour les petits disclaimers. Alors, pour la conférence qui nous intéresse aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler? Comme je vous le disais, de tout ce que j'aurais aimé savoir. On va partir du basique, du physiologique, et on va arriver vers une question de société, voire de civilisation, pour voir un petit peu justement qu'est-ce que moi j'ai découvert. J'essaie d'en prendre la substantifique moelle et de vous la transmettre aujourd'hui. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'ovulation. Ça peut paraître basique comme ça, mais l'ovulation, souvent, on nous en a parlé en cours pour celles et ceux qui ont eu des cours de biologie où on expliquait le cycle menstruel comme étant l'événement qui arrive au 14e jour du cycle, et puis un peu basta. Ce que j'ai découvert depuis que je travaille sur le cycle menstruel, c'est que l'ovulation, c'est l'événement majeur du cycle menstruel. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les règles sont l'événement majeur du cycle menstruel. En fait, les règles, c'est l'événement visible, on va dire, du cycle. Mais les règles ne sont que la conclusion d'un échec finalement. Le corps abdique, reconnaît que ça a loupé pour cette fois-ci, et hop, il ouvre les vannes pour redémarrer pour un nouveau processus. Alors que l'ovulation, eh bien, c'est tout le corps se met en route pour faire en sorte que cette ovulation puisse arriver, va dépenser beaucoup d'énergie pour ça, et tout le balai hormonal a vraiment un lien avec le fait de permettre l'ovulation, puis de permettre ensuite la nidation si l'ovule qui est expulsé est fécondé. Donc voilà un petit peu le balai hormonal vise à ça. Et c'est vrai que les règles, c'est juste bon, bah, tout s'effondre parce que bah, non, ça n'a pas marché. Pourquoi c'est si important que ça de parler de l'ovulation? Eh bien, la première chose, c'est qu'on devrait, à mon sens, toutes et tous, parce qu'après tout, toute personne peut savoir comment ça se reconnaît, apprendre à reconnaître son ovulation. Parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre quand il nous arrive quelque chose pendant notre cycle, à quel moment ça nous arrive, est-ce que c'est arrivé avant ou après l'ovulation, on va voir ensemble que c'est hyper important. Donc pour moi, c'est l'événement qu'on devrait toutes et tous apprendre à reconnaître. Parce que déjà, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué parce qu'on a des indicateurs, des indices qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans notre corps. Et ça, c'est fou qu'on ne les ait pas transmis parce que c'est tout bête. Le premier indice, en tout cas un des plus simples à repérer, c'est ce qui coule dans notre culotte, ce qu'on appelle familièrement les pertes blanches. Alors les pertes blanches, elles se constituent de deux choses: les glaires cervicales, c'est-à-dire ce qui se forme sur le col de l'utérus et qui va couler dans le vagin, et les sécrétions vaginales pour nettoyer le vagin, parce que le vagin est auto-nettoyant et donc il sécrète du liquide pour que ça puisse nettoyer tout ça et partir. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la texture de ces pertes blanches parce que la texture va varier du fait des glaires cervicales. Et la glaire cervicale, c'est, comme je disais, ce liquide ou cette chose visqueuse, je ne sais pas comment, ce fluide visqueux à certains moments, qui va se mettre à l'entrée du col de l'utérus et qui va choisir de dire est-ce que le passage est ouvert ou pas pour d'éventuels spermatozoïdes qui se présenteraient. Et donc il y a des moments où cette glaire va être très collante, très compacte et ne va pas pouvoir laisser passer les spermatozoïdes qui se présenteraient, puisque le corps considère bah non, là je suis pas fertile, donc il n'y a aucune raison de laisser rentrer des intrus dans l'utérus. Et puis à d'autres moments, on va voir que la glaire va être plus filante, plus liquide, plus fluide et va du coup laisser passer, voire favoriser et nourrir les spermatozoïdes, puisque c'est dans la période où effectivement on va avoir potentiellement plus de fertilité. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une période fertile, mais c'est-à-dire qu'il y a un potentiel, puisqu'en fait il y a une présence d'œstrogène qui fait penser au corps qu'on est potentiellement fertile à cette période-là. Alors, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a des changements dans la texture de cette glaire cervicale et que ces changements vont nous informer de la quantité d'œstrogène dans notre corps. Plus la glaire va être filante, donc plus on va pouvoir la prendre entre les doigts. Et oui, amusez-vous à le faire vraiment. Plus on va pouvoir la prendre entre les doigts et l'étirer comme ça, et hop, le fil reste sans casser entre les deux doigts. Plus on a une quantité importante d'œstrogène dans le corps, et donc on peut supposer qu'on se rapproche fortement de la période de l'ovulation. Alors moi j'adore appeler ça l'effet patinoire, parce qu'on n'est même pas obligé d'aller la prendre entre les doigts, la glaire cervicale. On peut, quand on s'essuie la vulve juste après avoir uriné, se rendre compte que ça glisse. Et que ça glisse, et que ça glisse, et que ça ne s'arrête pas. Et bien ces jours-là, on peut appeler ça un peu les jours pics. En tout cas, on sait qu'on a des chances de se rapprocher de notre ovulation. Alors c'est pas sûr à 100%, parce que pour ma part, je fais par exemple ce qu'on appelle, c'est pas ce que j'appelle, mais ce qui s'appelle des tentatives ovulatoires. C'est-à-dire que mon corps s'emballe et est persuadé qu'il va réussir à ovuler, et puis pour une raison spécifique, qui est certainement liée à la pathologie que j'ai, eh bien il va pas réussir à ovuler. Alors tant pis, loupé, et puis il va recommencer. Et du coup, moi je peux avoir ces glaires filantes comme ça plusieurs fois dans un cycle, ce qui ne veut pas dire que j'ai ovulé plusieurs fois, ce qui veut juste dire que mon corps a tenté le coup et n'a pas réussi. Alors comment je fais pour savoir si effectivement il a réussi ou s'il n'a pas réussi? Eh bien, je vais pour ma part, observer la température de mon corps. On appelle ça la température basale, c'est-à-dire la température. Alors pour ma part, je le fais pendant la nuit, puisque je teste en ce moment un dispositif expérimental qui permet de prendre la température tout au long de la nuit et qui, le matin, décide de la température la plus basse que j'ai atteinte. Sinon, on peut le faire au réveil aussi avec un thermomètre tout simple à 2 décimales pour pouvoir vraiment suivre. On va se rendre compte qu'avant l'ovulation,
on a une température plus faible qui va monter de quelques dixièmes de degrés après l'ovulation, ce qui va nous générer 2 plateaux. Et ce qui est intéressant avec ce regard sur la température, c'est que du coup, on peut se dire après 3-4 jours d'observation en température haute qu'on est certain que l'ovulation est passée. Puisqu'en fait, la température ne monte que grâce au corps jaune qui va sécréter la progestérone. Et la progestérone ne peut être sécrétée qu'une fois l'ovulation passée. J'espère que j'en ai pas perdu la moitié d'entre vous ici parce que c'est pas mon but. Le but, c'est de vous permettre de comprendre qu'on a des indices très très simples dans notre corps. Donc la glaire cervicale, la température de notre corps. On peut aller regarder aussi du côté de l'humeur, du côté de certaines vont avoir un pincement au moment de l'ovulation d'un côté ou de l'autre. On peut avoir des changements au niveau de la peau, se rendre compte qu'on se sent plus belle. Je pense que c'est le mot, en tout cas, c'est la perception qu'on peut avoir parce que physiquement, c'est vrai que le typique de testostérone va nous rendre le visage un petit peu plus symétrique. Et donc, du coup, va nous faire nous percevoir plus belle. En tout cas, on a plein d'indices comme ça qui nous permettent de nous dire, OK, je pense que j'ai ovulé à ce moment-là. Alors, ça sera toujours, on va dire, à 48 heures près, parce que le seul moyen de pouvoir repérer l'ovulation de façon certaine, eh bien, ça serait de faire une échographie. Parce qu'avec l'échographie, on peut voir si oui ou non il y a ovulation et du coup, de la dater de façon certaine. Les tests d'ovulation qui sont couramment vendus dans les pharmacies ne font que repérer le pic de l'hormone qui va déclencher l'ovulation, le pic de LH. Et donc, par exemple, dans mon cas, je pourrais avoir plusieurs fois dans le cycle des tests positifs, puisque plusieurs fois j'ai un pic de LH, tentative d'ovulation, mais ça n'a pas marché. Donc, ça ne garantit pas qu'il y a eu ovulation, ça garantit juste que le corps a tenté de s'y mettre. D'où l'intérêt, à mon sens, qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder notre température, parce que finalement, c'est un discriminant très très intéressant pour être sûr qu'on a bien passé l'ovulation. Alors, vous allez me dire, ok, mais Yael, à quoi ça sert? Ça sert à énormément de choses. Ça sert à comprendre ce qui se passe. Déjà, comprendre que le cycle, ce n'est pas juste une durée en nombre de jours qui varie de 21 à 35 jours. Je rappelle ici, ça fait partie des choses que j'aurais aimé savoir, que seuls 13% des personnes menstruées ont un cycle de 28 jours. 13%. C'est pas la majorité, d'accord? C'est même pas la vraie moyenne. La moyenne varie en fonction des pays. C'est un chiffre acceptable, pratique, ok? Donc, juste si vous avez un cycle de 28 jours, c'est normal. C'est un cycle qui varie à quelques jours près, 3, 4 jours, 5 jours près, de cycle en cycle, tout ça est complètement normal. Tout le vivant varie et fluctue. Pourquoi nous serions différentes? Alors, c'est vrai que certaines personnes sont ce qu'on appelle réglées comme du papier à musique, c'est vrai, mais ça veut pas dire que c'est anormal de pas l'être, ok? Donc, je reprends. Ce n'est pas parce que j'ai un cycle qui fait une certaine durée que je sais exactement quand est-ce que j'ai ovulé. Par exemple, si mon cycle fait 35 jours, alors déjà, on va oublier le fait que j'ai ovulé au 14e jour, hein. Juste, on l'oublie. Vous oubliez cette information. On ne vous l'a jamais donnée, ça n'existe pas, d'accord? C'est une information hyper dangereuse, hyper grave. Surtout que moi, je me souviens quand même bien de mes cours de biologie. En fait, on nous disait pas tant qu'on ovule au 14e jour, on nous disait qu'on ovulait 14 jours avant les règles. C'est comme ça l'information qui nous est transmise. Mais comme on nous parlait d'un cycle de 28 jours, forcément, ce qu'on récupérait, c'était on ovule au 14e jour. Sauf que tout ça, on se l'enlève de la tête. Parce que ce qui est important, ça va être justement de regarder ce qui se passe pour nous. Alors, c'est vrai que dans un cycle idéal, la durée entre l'ovulation et les règles doit faire au minimum 10 jours et au maximum 16 jours. Dans un cycle qui fonctionne. Maintenant, il est tout à fait possible de se rendre compte, justement en ayant la capacité de repérer cette ovulation, que finalement, l'ovulation, les règles arrivent 9 jours après mon ovulation. Et là, ça nous donne un indice qu'il se passe quelque chose et qu'il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer pour aider le corps. C'est ça l'importance de pouvoir reconnaître son ovulation, c'est de pouvoir savoir quand il y a des symptômes ou quand je dois calculer la durée de mon cycle, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. On peut tout à fait, et c'est avéré, avoir un cycle de 28 jours calé comme du papier à musique et ne pas ovuler. Et ça, c'est un problème. Parce que ne pas ovuler peut amener à des problèmes médicaux. Donc, c'est important qu'on soit en capacité de savoir si oui ou non on a ovulé. Parce que si on n'ovule pas, on ne sécrète pas de progestérone. Et si on ne sécrète pas de progestérone, eh bien, on va être en danger plus important d'avoir des maladies cardiovasculaires, d'avoir des problèmes osseux tels que l'ostéopénie ou l'ostéoporose. L'ostéopénie étant la partie plus sympa, on va dire. Non, c'est pas le bon terme. L'ostéopénie, c'est moins grave, on va dire. C'est le début de l'ostéoporose ou de l'ostéoporose. Et puis, on peut aussi avoir des problématiques du type risque de maladie dépressive, en tout cas liées à l'anxiété, parce que la progestérone a comme effet de faire diminuer notre anxiété. Donc, il y a quand même des conséquences qui peuvent être potentiellement graves. On parle de maladie cardiovasculaire, maladie des os, au fait de ne pas ovuler. Sauf que la plupart d'entre nous ne sait pas. Souvent, quand il y a des personnes qui m'envoient des messages en me disant voilà, j'ai 5 jours de retard de règles, par exemple, ou alors j'ai des douleurs, ou alors... et je leur dis mais est-ce que tu sais si tu as ovulé? En général, la réponse elle est non. J'en suis presque à plus poser la question tellement je me dis bon, bah ok, la réponse non, les gens ne savent pas, ne savent pas repérer leur ovulation. Sauf que c'est un vrai problème parce qu'on l'a vu au moment du confinement. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont leur cycle qui s'est allongé, d'autres qui ont leur cycle qui s'est raccourci, d'autres qui ont leurs règles qui se sont déclenchées de façon complètement erratique à des moments complètement bizarres. Tout ça peut s'expliquer, mais il est important de savoir si c'est avant ou après l'ovulation que ça s'est passé parce que en général l'explication n'est pas du tout la même. Et s'il y a besoin de soutenir le corps, on va pas le soutenir de la même façon. Si les problèmes se passent avant l'ovulation, c'est-à-dire par exemple comme moi avec mes pics ovulatoires, en fait le problème se passe avant l'ovulation. Pour ma part, une fois que l'ovulation est passée, je suis réglée comme du papier à musique, je sais exactement une fois que j'ai chopé entre guillemets, j'ai repéré mon ovulation, je sais exactement quand est-ce que je vais avoir mes règles et ma phase lutéale pour l'instant, donc ma phase après les règles, après l'ovulation, pour l'instant, elle est toujours la même. Elle va certainement être amenée à changer avec la préménopause qui va pointer le bout de son nez, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Donc moi je sais que ce que j'ai à soutenir de mon corps, c'est dans la phase préovulatoire. D'autres par contre vont repérer qu'effectivement leur phase lutéale, donc la phase post-ovulatoire est trop courte. Alors on va pouvoir venir soutenir le corps avec des choses qui vont aider à allonger cette phase lutéale. Voilà, déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, transmettons à toutes les jeunes personnes menstruées la connaissance qui leur permet de reconnaître leur ovulation. Ça va leur permettre d'être plus autonomes, de mieux comprendre comment elles fonctionnent et surtout de mieux s'accompagner, de mieux proposer aussi aux médecins, naturopathes, etc. que vous allez pouvoir consulter, de vous accompagner à partir du moment où vous comprenez ce qui se passe. C'est tellement plus simple de régler le problème. Donc ça, c'est la première chose. Par exemple, moi, grâce à ça, j'ai pu découvrir que contrairement à ce que me disait mon médecin, malgré le fait que j'ai des cycles de 100 jours, ce qui paraît absolument énorme, mon médecin me disait oui, bah là, c'est mort, c'est sûr que tu n'ovules pas, le corps finit par lâcher à un moment. Aucune chance que tu ovules. Et bien c'est faux. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que mon cycle à moi, il est ultra persévérant. Donc il tente, il tente, il tente, il tente, et il ne lâche pas jusqu'au moment où il réussit à faire l'ovulation. Et après, je vais avoir les règles. D'où le fait que ça dure très longtemps. Je connais des personnes qui ont exactement les mêmes problématiques que moi, mais le cycle va dire au bout d'un moment, non, c'est bon, laisse tomber, on passe à un autre, hop, il déclenche des règles, même s'il n'y a pas eu d'ovulation, de façon à se redonner de nouvelles chances d'avoir un enfant, parce que c'est toujours le but du corps en fait. Donc c'est essentiel de comprendre ce qui se passe parce que, encore une fois, souvent, les médecins vont calquer des informations telles que c'est pas possible que tu ovules, ou et alors on retrouve des informations complètement dingues, du type par exemple, on peut avoir des ovulations sans jamais avoir ses règles. Mais par exemple, si on prend mon cycle de 100 jours, reprenons les choses dans l'ordre, parce que ça, du coup, on parle de règles fantômes, de trucs. Ça n'existe pas, ça marche pas comme ça, le corps ne marche pas comme ça. Et pour ça, il faut le comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Mon cycle de 100 jours donne l'impression que je n'ai pas mes règles, ce qui est vrai. Mon corps tente.
Mais ça, personne ne le sait parce que personne ne sait aujourd'hui reconnaître les signes de l'ovulation et des tentatives ovulatoires. Donc mon corps tente d'ovuler, 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 il n'y arrive pas, jusqu'au moment où il y arrive. Et on est d'accord qu'au moment où il y arrive, j'ai pas eu mes règles depuis quelque chose comme plus de 70 ou 80 jours. Donc on pourrait se dire que si je tombe enceinte à ce moment-là, j'ai pas mon nombre de semaines d'aménorrhée, on est d'accord qu'il est n'importe quoi, puisque ça fait des semaines, voire des mois que je n'ai pas eu mes règles. Mais c'est pas une ovulation spontanée sans règles. C'est juste que mon corps, il a tenté, il a tenté, il a tenté. Au moment où il a réussi à ovuler, si cet ovule-là est fécondé, youhou, on part sur une grossesse. S'il n'est pas fécondé, eh bien, on va avoir les règles qui vont arriver 16 jours après. En tout cas, pour ma part, c'est 16 jours. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ce sont pas des phénomènes spontanés, c'est pas des multi-ovulations, c'est pas tout ça. Non, non, non. Une fois qu'on comprend son corps, on comprend que voilà, quand le corps a enfin réussi à ovuler, eh bien, on va avoir la durée de la phase lutéale qui va être à peu près fixe. Et donc, du coup, on sait qu'on peut prévoir nos règles. Ça, c'est un super avantage, surtout quand on a un cycle très variable. Et puis, l'autre chose, c'est de comprendre que voilà, parfois le corps peut se dire, bah non, tant pis, je lâche, et donc déclencher des saignements, mais sans qu'il y ait eu d'ovulation. Et pour le savoir, le seul moyen, c'est de suivre son ovulation. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de l'ordre de la santé publique. Je suis un peu en colère qu'on ait pu me dire que j'avais zéro chance d'avoir un enfant parce que je n'ovulais pas, après m'avoir fait faire des tests au 14e jour de mon cycle, sachant qu'à l'époque j'avais des cycles très très longs. Voilà, si on m'avait vraiment fait suivre la température, la compréhension de mon cycle, etc., et juste me comprendre moi-même, bah, j'aurais découvert comment je fonctionnais. Ça veut pas dire que je serais pas allée en procréation médicalement assistée, c'est-à-dire juste que j'aurais compris qu'en tout cas, c'est dans la première phase que mon corps galérait vraiment à avoir, à générer cette ovulation, à faire qu'un ovule mature puisse arriver à destination. Donc voilà la première chose, moi j'en appelle de mes vœux, que toutes les personnes menstruées dès le plus jeune âge sachent reconnaître l'ovulation. Surtout que l'âge des premières règles est aux alentours de 12 ans, 12 ans et demi. Ça, c'est l'âge moyen des premières règles. L'âge moyen des premiers rapports est aux alentours de 17 ans. Ça veut dire qu'on a mathématiquement environ 4 ans, 5 ans pour pouvoir permettre aux jeunes personnes de se connaître, d'apprendre à repérer leur ovulation, d'apprendre à connaître leurs signes, avant même d'arriver à la zone où elles ont besoin de pouvoir se contracepter. Donc 4 ans pendant lesquels elles peuvent explorer, se découvrir, se comprendre avant la zone où effectivement on va peut-être se poser la question de les mettre sous hormones pour pouvoir assurer la contraception si elles en ont besoin. En tout cas, 4 ans de découverte de soi-même qu'on perd aujourd'hui parce qu'on ne transmet pas ces informations. Donc ça, c'est la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est l'importance de l'ovulation. Savoir que si on n'ovule pas, eh bien, il y a des conséquences pour notre santé. En fait, on nous dit souvent oui, mais maintenant on a plein de cycles, alors qu'avant, elles étaient tout le temps en grossesse, donc elles avaient moins souvent leurs règles. Les règles, c'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que quand on mène à terme une grossesse, ou d'ailleurs même pas quand on la mène à terme, quand on est enceinte, on sécrète une quantité astronomique de progestérone. Donc c'est un peu comme si on faisait une réserve énorme de progestérone qui va effectivement soutenir tous nos systèmes cardiovasculaires et aussi nos systèmes des os, nos fonctionnements psychiques, enfin qui va amener énormément de choses. Maintenant, avec notre mode de vie, qui est le mien aussi, c'est pas du tout pour dire que c'est négatif, mais il se trouve qu'on est moins souvent enceinte, donc on vit moins souvent ce bain de progestérone absolument énorme. Si on ne le vit pas et que même dans notre cycle, eh bien, on n'a pas régulièrement de la progestérone, ça nous met clairement en danger. D'être moins bien sur la fin de notre vie, que notre corps soit en moins bonne santé, donc autant le savoir et essayer de le soutenir. Moi, j'ai découvert pour moi, et c'est vrai que ça m'a mis un petit peu en colère parce que tous les médecins que j'avais vus à qui j'avais dit j'avais un cycle long me disaient toujours oui, bah, c'est pas trop un problème, en fait, le jour où vous voudrez un enfant, vous viendrez nous voir et on vous aidera. Mais en fait, si c'est un problème parce que ça veut dire que j'ai comme accumulé un déficit de progestérone tout au long de ces années et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'était la première chose dont j'avais envie de vous parler, comprendre, apprendre à reconnaître son ovulation, comprendre son cycle, les différentes durées dans son cycle, c'est essentiel et ça pourrait être transmis à toutes les jeunes personnes de façon à ce qu'elles soient autonomes par rapport à ça, qu'elles soient capables de venir voir un médecin en disant voilà, le problème se situe avant l'ovulation, après l'ovulation, je n'arrive pas à ovuler, de façon à ce qu'elles puissent être soutenues correctement par rapport à ça. La deuxième chose, un petit peu dans cette lignée-là, je vous parle de moi, mais je pense que ça peut servir à d'autres. J'ai essayé de pas trop en parler jusque-là parce que je veux surtout pas me lancer dans cette notion d'effet de mode. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe pour ma part. Mon cycle faisait donc plus de 100 jours. Aujourd'hui, mon cycle fait rarement plus de 40 jours. La chose que j'ai changé, c'est que j'ai compris que j'étais intolérante alimentaire. Il y a un aliment en particulier auquel mon corps est intolérant et du coup qui crée de l'inflammation. Cette inflammation rend beaucoup plus complexe l'ovulation, va générer un des, je sais pas trop comment le dire, mais si c'est ça, un syndrome des ovaires polykystiques, un des cas de syndrome des ovaires polykystiques, parce qu'en fait il y en a plusieurs différents. Et donc en l'occurrence, le fait d'avoir un climat inflammatoire dans le corps peut amener à cette longue durée de cycle. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire en vous parlant de mon cas, c'est que ça, par exemple, moi je suis allée en procréation médicalement assistée, que ça a coûté des dizaines de milliers d'euros, je pèse mes mots, aux contribuables, vu le prix que chaque mois mon traitement coûtait à la sécurité sociale, était pris en charge à 100%, et je les en remercie pour ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a jamais eu de recherches qui ont été faites par les médecins qui m'ont accompagné pour essayer de comprendre le pourquoi. En fait, ils prenaient en compte le fait que le cycle était trop long et qu'il allait falloir le supporter, l'aider, mais il n'y avait pas de prise en compte du pourquoi. En amont, qu'est-ce qui fait que ce cycle est très très long et que du coup ça déclenche ce qu'eux appelaient des aménorrhées, c'est-à-dire effectivement l'absence de règles. Il n'y a pas eu de recherche réelle par rapport à ça. Et j'en suis super déçue parce que je me dis que en fait, il y a cette volonté d'avoir un enfant. Il y a le fait qu'on dise que vous ovulez pas, il y a tout ça, très bien. Mais si on remonte un petit peu l'échelle avant même de vouloir avoir un enfant, si mon corps n'est pas en capacité d'avoir un cycle régulier, ça veut dire qu'il ne se sent pas en capacité d'enfanter. Aujourd'hui, la deuxième chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que notre cycle menstruel, c'est un lanceur d'alerte. Il devrait être vu comme tel. C'est-à-dire que s'il se porte bien, si sa durée est normale, si on ovule, si la durée de la phase entre l'ovulation et les règles est assez longue, alors on a un cycle en santé. On va le voir aussi pour les douleurs. Mais on a un cycle en santé. De la même façon, si mon corps souffre pendant les règles ou pendant la période prémenstruelle, si j'ai des douleurs qui sont liées à ce cycle, eh bien, de la même façon, c'est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que tout ça nous dit votre cycle ne va pas fort. Ou alors, un cran au-dessus, votre corps ne va pas fort. Le corps n'est pas en état d'enfanter, ou le corps est en train, avec des gros panneaux de douleur, de nous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ce lanceur d'alerte qui vient nous alerter sur l'état dans lequel on a tendance à le bâillonner, à l'empêcher de parler. On fait exactement comme avec un lanceur d'alerte dans les plus gros scandales qui a pu exploser, renseignez-vous. On va le décrédibiliser en disant oui, bon, on comprend pas trop ce qu'il fait, c'est un peu n'importe quoi. On va le bâillonner, notamment avec la pilule, en disant bah, si vous voulez réguler votre cycle ou si vous voulez arrêter d'avoir des douleurs, bah, prenez la pilule. Mais ça ne fait rien d'autre que bâillonner le lanceur d'alerte. Ce qui me gêne, moi, c'est que derrière ces signaux-là, que ce soit la durée d'un cycle trop long, trop court, que ce soit des règles hémorragiques, par exemple, ou que ce soit des douleurs, tout ça, c'est le signal d'un cycle déséquilibré, d'un corps déséquilibré. En fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une question que du cycle. Parce que c'est un peu à ça que les médecins qui m'ont suivi ont ramené le problème. En fait, le problème était ramené au fait que bon, bah, du coup, votre cycle est en carafe, du coup, on pourra vous aider le jour où vous aurez envie d'avoir un enfant. Mais moi, j'ai envie de proposer une autre lecture de ça aujourd'hui. C'est que c'est pas mon cycle qui est en carafe, c'est mon corps qui est en train de se débattre contre quelque chose. Mon cycle n'était que le lanceur d'alerte pour dire, oh, il y a un problème. Sauf que ce lanceur d'alerte, il a jamais été entendu. Et donc, pendant des années, je suis restée dans un climat
inflammatoire, qui était lié au fait que je mangeais des choses que je ne supportais pas et donc qui créait une inflammation dans mon corps, on imagine bien que cette inflammation pendant des années, ça génère un problème pour le corps. Ça génère à long terme peut-être des problèmes de santé graves, des choses. Enfin, voilà, j'ai pas envie de créer du catastrophisme, mais je me dis, j'avais le signal. Mon lanceur d'alerte était là, m'avait prévenu qu'il y avait un problème et personne n'en a tenu compte. Donc aujourd'hui, j'aimerais et j'aurais aimé savoir avant, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette intervention, que le cycle menstruel, c'est un lanceur d'alerte. Dès lors qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cycle, qu'il soit souffrant ou non souffrant, qu'il soit trop long, quand je dis non souffrant, c'est-à-dire que moi par exemple, j'avais pas de souffrance, j'avais pas de physiquement de souffrance, mais par exemple, s'il est beaucoup trop long comme ça, c'est-à-dire que s'il dépasse régulièrement les 35 jours de cycle, a priori, on est sur quelque chose où le corps galère. Et c'est le message pour nous dire que le corps galère. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on réhabilite ce lanceur d'alerte, qu'on arrête de le mettre derrière des barreaux, de le bâillonner, de le considérer comme un moins que rien, qu'on pourra gérer la situation avec la procréation médicalement assistée, parce que c'est un super cadeau que nous fait notre corps. Quand on va pas bien, quand on est stressé, on l'a vu pendant le confinement, il y a eu des changements énormes pour certaines, chez les changements du cycle importants chez certaines, parce que quand on est stressé, quand on est en climat inflammatoire, quand on va pas bien, quand il y a un choc émotionnel important, plein de choses dans notre vie sont répercutées sur notre cycle, un petit peu comme si c'était la partie émergée de l'iceberg quelque part, c'est la partie visible. Et donc l'accueillir, c'est essentiel. De la même façon, quand on a des règles hémorragiques, a priori, ça veut souvent dire qu'il y a aussi un climat inflammatoire important. Enfin, il y a plein de signaux. En fait, tous les signaux de désagrément ou d'anormalité du cycle nous disent qu'il se passe quelque chose dans notre corps. Si on se mettait à les écouter, je pense qu'on décèlerait plus rapidement les problèmes. Par exemple, à l'approche d'un burn-out, c'est très souvent que les personnes me disent, bah oui, finalement, rétrospectivement, mon cycle s'était arrêté depuis quelques mois. Lanceur d'alerte. Voilà, donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, le cycle menstruel est un lanceur d'alerte qui nous dit l'état dans lequel on est, qui nous permet d'accéder au fait que notre corps est en état ou pas en état de procréer. Même si on n'a pas envie de procréer, il est important que notre corps soit en bon état. Et donc, a fortiori, en état de procréer. Donc voilà, ce qui était la deuxième chose que je voulais vous transmettre, c'est de considérer aujourd'hui votre cycle comme votre meilleur ami qui vous transmet des informations sur l'état dans lequel vous êtes. Et que si quelqu'un vient à décrédibiliser votre meilleur ami, votre cycle, ce n'est pas la bonne personne. Vraiment, trouver quelqu'un d'autre qui va accueillir le message, qui va creuser de ce côté-là, parce qu'il est essentiel de creuser. Aujourd'hui, mon cycle, je vous le disais, ne fait que très rarement plus de 40 jours. Il a refait plus de 40 jours pendant le premier confinement, parce qu'effectivement, je dois reconnaître que j'étais particulièrement stressée par cette période d'enfermement. Intéressant à savoir. Pour moi, pour lui, et pour reconnaître qu'il joue dans mon camp, et pas qu'il joue contre moi. Donc voilà la deuxième chose que j'avais envie de transmettre. Apprenons à regarder notre cycle comme un ami qui nous veut du bien, qui nous transmet des informations sur l'état dans lequel on est. Et donc, s'il ne va pas bien, s'il est totalement irrégulier, si il est souffrant, c'est un signal qu'il se passe quelque chose. Ça m'amène à justement ce syndrome prémenstruel qui est plus ou moins considéré comme normal chez beaucoup d'entre nous. Alors, cette semaine, vous allez pouvoir voir l'intervention de Sophie Lorigaldo, naturopathe, qui va nous parler spécifiquement du syndrome prémenstruel. Mais voilà, je pose ici avoir découvert que le syndrome prémenstruel, comme les douleurs de règles d'ailleurs, sont systématiquement le signal d'un déséquilibre ou d'une problématique. Ce n'est pas acceptable de continuer à trouver que c'est normal. Ce n'est pas normal de souffrir. Ce qui est normal, c'est d'avoir une forme d'inconfort psychologique léger. Parce que c'est vrai qu'on nous a pas trop appris dans notre société à reconnaître que les moments inconfortables sont finalement des moments souvent à notre service où on est un peu bousculé et où du coup on tombe le masque. Et c'est vrai que dans la période prémenstruelle, cette alternance de progestérone et d'œstrogène qui ont des actions un peu antagonistes et donc qui jouent un peu à ce comptoir à l'intérieur de nous, cette alternance va nous amener à avoir potentiellement un léger inconfort psychologique, à se sentir un petit peu bousculé, un petit peu critique sur ce qui se passe et parfois c'est pas très confortable. Ça, c'est la partie normale. Dès qu'on passe au-dessus de ça, c'est-à-dire que l'inconfort psychologique devient souffrant, que physiquement on a des souffrances, ça veut juste dire qu'il y a un déséquilibre entre ces deux hormones et ce déséquilibre, bonne nouvelle, ce n'est pas définitif, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la croix qu'on doit porter jusqu'à la fin de nos jours. Ce déséquilibre, il peut être rééquilibré. Alors ça nous amène à la dernière chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans tout ce que j'aurais voulu savoir avant. J'aurais aimé comprendre qu'aujourd'hui, si tant de personnes menstruées souffrent, on parle de plus de 80% des personnes menstruées qui ne sont pas sous pilule, parce qu'effectivement, les pilules ou toutes les contraceptions hormonales vont bloquer ça. Donc bien souvent, entre guillemets, le problème disparaît parce qu'il est masqué. Mais voilà, 80% des personnes qui ne sont pas sous contraception hormonale disent qu'elles souffrent à un moment ou à un autre pendant leur cycle, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique. Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est que c'est quasiment un mal de civilisation. Les premières raisons, les différentes raisons pour lesquelles on souffre, vous allez voir, sont des raisons qui sont très liées à notre mode de vie actuel. Le premier perturbateur endocrinien, c'est le stress. Alors vous allez me dire: «Oui, mais le stress, on dit toujours, mais on peut rien y faire» et cetera. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je suis la première à être vraiment stressée par moments, donc je le sais. Mais juste en avoir conscience que ça va venir nous bousculer notre corps, mettre dans une situation où le corps va avoir du mal à gérer. Et donc ça va impacter notre cycle menstruel qui, encore une fois, est le révélateur de l'état dans lequel on est. Donc le premier perturbateur endocrinien, c'est le stress. Les perturbateurs qui vont venir après, on va avoir justement tout ce qui est lié à l'inflammation, au fait que notre corps essaye de se défendre contre des choses et il s'en sort pas trop. Et au premier rang d'entre eux, on va avoir l'alimentation. Notre alimentation aujourd'hui qui, avec les sucres ajoutés, plus les matières transformées, va être hautement inflammatoire. Et ça aussi, c'est encore une fois, c'est notre civilisation, tous les plats tout préparés, etc. Tout ça, c'est tout récent dans l'histoire de l'humanité et nos corps n'ont pas encore eu la possibilité de s'adapter à ça et ils se débattent un petit peu comme ils peuvent, mais ils s'en sortent pas forcément bien. Donc on a vu le stress, on a vu l'alimentation, donc sucre et produits transformés qui vont amener à un climat inflammatoire général. On va avoir aussi le manque d'activité physique. Et oui, parce que c'est clair que quand on vivait dans les cavernes, je pense que globalement, on avait plutôt l'activité physique régulière, ce qui veut pas dire taper des sprints toutes les 3 minutes, ça veut juste dire le simple fait de marcher, de se déplacer, de se mettre en mouvement. Aujourd'hui, on est beaucoup devant nos ordinateurs à avoir finalement peu de mouvement dans la journée, à aller du bureau à la voiture, de la voiture à chez nous, enfin faire le trajet en voiture et puis on se garde devant la maison et on rentre. Ça, c'est pour celles et ceux qui vivent plutôt en province. Et c'est vrai qu'à Paris, on a plus tendance à marcher parce que souvent il y a des transports en commun. Mais voilà, c'est des zones stressantes, pas hyper confortables. Et tout ça amène une bulle pas top en termes d'activité physique. Donc ça veut dire renouer aussi avec l'activité physique, notre corps en a besoin. Aller repérer aussi tous les perturbateurs endocriniens qu'il peut y avoir dans nos produits ménagers, dans nos produits de soins, tout ce qu'on se met sur la peau, les cosmétiques, etc. C'est complètement dingue quand on commence à creuser de ce côté-là et se rendre compte que finalement revenir à des produits les plus simples possibles, les plus bio possibles et en tout cas en utiliser le moins possible va certainement aider à diminuer beaucoup l'impact des perturbateurs endocriniens. Ça va être pareil pour les lessives, ça va être pareil pour tous les produits ménagers qu'on peut mettre sur nos sols, nos murs, partout, nos vitres aussi par exemple. C'est pareil, ce qui est important, ça va être dans ce même cadre-là, c'est de se rendre compte que les peintures souvent créent des émanations de produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Et donc un des moyens d'éviter ça, ça va être d'aérer régulièrement. Tout ça, je sais pas si tu vois quand je le dis comme ça, mais clairement, c'est des choses qui n'existaient pas il y a encore 100 ans. Et donc on est arrivé dans une civilisation qui a généré énormément de choses qui mettent notre corps à mal. Et donc,
ce qui se passe pendant notre cycle menstruel, si on se souvient que le cycle menstruel est un lanceur d'alerte, eh bien, il est en train d'alerter. Si aujourd'hui, plus de 80% des personnes menstruées souffrent pendant leur cycle, c'est une alerte que tout ce qu'on a pu mettre en place dans notre société, dans notre civilisation, met notre corps à mal, nous met en souffrance. Et on peut prendre des décisions au quotidien pour essayer de faire en sorte de changer ça, ou en tout cas d'améliorer ce qu'on vit. Mais j'ai envie de dire, c'est presque un appel politique du cycle, de dire, globalement, quand je dis politique, c'est au sens noble du terme, au sens de la cité, de dire, mais rendons-nous compte qu'on a un lanceur d'alerte absolument énorme, qui est en train de nous délivrer un message énorme, et qu'on le met sous un couvercle, en disant, non, non, bah, c'est bon, on va prendre. Alors, soit c'est tabou, donc on n'en parle pas, donc débrouillez-vous avec, hein, mais c'est pas du tout un lanceur d'alerte de ce qui se passe dans notre société. Non, non, c'est vous qui avez un problème, vous avez tiré le mauvais numéro, tant pis, vous êtes un peu doudouille quand même. Hein. Donc, soit on décrédibilise complètement la personne voilà, qui le vit, soit on se dit, bah, ok, tu vis ça, je l'accueille, mais du coup, on va bloquer le lanceur d'alerte, on va mettre des hormones dessus. Et moi, j'ai envie de dire, mais on est face à un problème de société, globalement. Si aujourd'hui ce cycle est souffrant, c'est pour nous alerter qu'on met notre corps à mal. S'il y a de plus en plus de personnes qui passent en procréation médicalement assistée, qui ont des difficultés, etc., c'est parce que notre corps est mis à mal. Et que quand notre corps est mis à mal, bah, se reproduire, c'est pas le truc qui lui passe par la tête le plus important. Il va d'abord prioriser d'autres choses. Donc voilà tout ce que j'aurais vraiment aimé savoir avant. Parce que ça m'aurait permis de comprendre que, avant de passer en procréation médicalement assistée, il y avait peut-être à comprendre le pourquoi mon cycle ne fonctionnait pas. Parce que ce pourquoi faisait que mon corps n'était pas en état de procréer. Je vais aller jusqu'au bout des choses. Quelque part, et j'en suis tellement heureuse, ma fille est arrivée grâce à une fécondation in vitro, je suis ravie qu'elle soit là, mais quelque part, mon corps n'était pas en état d'accueillir cette grossesse, et ça a certainement été très complexe pour lui de le vivre. Si j'avais solutionné le problème avant, j'aurais certainement vécu une grossesse en meilleure santé. Et c'est un petit peu ça ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que, bien sûr qu'aujourd'hui, on a des techniques médicales qui nous permettent de plus trop se poser de questions, de passer par-dessus, de pouvoir avoir un enfant plus tardivement, de pouvoir tout ça. Et encore une fois, je serais très mal placée pour cracher dans la soupe, puisque je suis très heureuse aujourd'hui d'être maman. Mais je reconnais que, sachant que par exemple pour ma part ce problème de cycle était présent depuis mes premières règles, et j'ai arrêté la pilule, j'avais 26 ans, donc je ne voulais pas d'enfant à l'époque, c'était juste pour ne plus prendre d'hormones. On aurait pu avoir plusieurs années pour tenter de régler le problème avant d'arriver dans la procréation médicalement assistée, et ces années elles n'ont pas été mises à contribution parce qu'en fait, moi ce que les médecins m'ont dit c'est, bah, si vous voulez réguler, prenez la pilule, et si vous voulez pas, bah, tant pis pour vous, mais de toute manière on sera là le jour où vous voudrez un enfant. Et ça m'a même fait en colère quand même, franchement, parce que derrière il y a de l'argent, mais il y a aussi qu'un parcours de procréation médicalement assistée, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre à vivre pour moi, ce n'est pas neutre à vivre pour mon couple, ce n'est pas neutre à vivre pour mon corps. Pour ma part, je me suis mis en grand danger puisqu'il y a un moment dans ce parcours où j'ai vraiment failli passer de l'autre côté. Voilà, c'est compliqué pour moi de le poser comme ça, surtout en étant toute seule à vous parler comme ça, mais j'aimerais tellement qu'on soit informés, que toutes les personnes sachent concrètement ce qui se passe dans leur corps, qu'on puisse plus avoir, comme je l'ai vu encore hier, une application destinée à des toutes jeunes filles qui promet de se passer de contraceptifs en n'ayant aucune étude de comment fonctionne le corps de cette jeune fille. Juste en demandant quelle est la durée de ton cycle, hop, je calcule 14 jours avant et je te dis quand est-ce que tu es fertile. C'est une aberration totale. Et cette aberration, elle est rendue possible par la méconnaissance. Parce que si toute personne menstruée savait reconnaître son ovulation, savait quand est-ce qu'elle ovule, elle pourrait tout de suite dire mais c'est bullshit ton application, ça marche pas du tout comme ça. Et si on veut utiliser ces connaissances-là à des fins d'éviter une grossesse, il faut se former. C'est pas juste en ayant écouté là vous parler de température que vous allez pouvoir vous garantir d'éviter une grossesse. Et si on veut pas de grossesse, notamment quand on est toute jeune et qu'on est très fertile, clairement il faut se former, être accompagné. En fait c'est ça le truc, c'est de se souvenir que l'autonomie, et on va le voir toute cette semaine, l'autonomie passe par une période de formation. Sinon on est dépendant des autres, des informations qu'on ne comprend pas, des informations qui viennent de l'extérieur. Donc être autonome pour moi, c'est avoir compris ce qui se passe à l'intérieur de nous, se former, s'informer. Et du coup pouvoir dire mais non mais moi mon cycle fonctionne pas comme ça, ou alors moi mon cycle, eh bien sur le dernier cycle je sais que je n'ai pas ovulé. C'est se comprendre vraiment. C'est arrêter de croire des choses génériques, je sais pas quel est le bon terme, qui passent dans la société, des choses que j'entends régulièrement, comme des médecins qui disent que c'est pas possible de tomber enceinte pendant ses règles. Et ben avec ce que je vous expliquais là, on voit qu'il y a des saignements. Parfois le corps a un peu lâché les choses, a déclenché des saignements, mais il se peut tout à fait que le processus d'ovulation continue. Et donc on peut avoir des saignements et ovuler en même temps. On peut avoir on sait aujourd'hui que les spermatozoïdes peuvent vivre entre 5 et 7 jours dans une glaire fertile. Donc si on a un cycle court et qu'on ovule très tôt dans son cycle, eh bien on peut avoir à la fin des règles, l'ovulation, ou en tout cas non, l'ovulation n'arriverait pas forcément à la fin des règles, mais en tout cas une glaire suffisamment fertile pour nourrir les spermatozoïdes et les garder en vie jusqu'à l'ovulation qui va arriver très peu de temps après. En fait, c'est ces choses-là, c'est se réapproprier la connaissance. C'est ça le vœu que j'ai envie de faire aujourd'hui. Réappropriez-vous globalement la connaissance, transmettons-la aux jeunes filles, aux jeunes personnes en général, de façon à ce qu'on arrête de pouvoir nous sortir des énormités sans qu'on sache que c'est faux parce qu'on ne s'est pas renseigné. C'est un peu ça l'ambition du sommet autonomie gynécologique. Alors là, vous êtes aujourd'hui sur le sommet autonomie gynécologique 2. Ça veut dire qu'on avait quelque part planté le décor et positionné beaucoup de choses de base dans le sommet autonomie gynécologique 1. Et là, j'ai envie de dire, on passe une étape supérieure. Donc si tu as loupé le numéro 1, je te conseille fortement de le reprendre par exemple en replay, de façon à pouvoir justement avoir toutes ces bases. Là, j'en ai planté quelques-unes, mais c'est essentiel. C'est essentiel. On parle de le cycle, c'est 400 à 500 fois dans la vie d'une personne menstruée. C'est pas un petit phénomène, c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de notre vie, de nos 12 ans à nos 50 ans à peu près. Et aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale qui nous amène à ne même pas savoir quand on a des douleurs, à quelle période de notre cycle on est réellement. Pas à la période que nous donne l'application qu'on a téléchargée. Non, non, en vrai, de moi-même, où est-ce que j'en suis. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, moi j'ai envie de vous parler un petit peu de Kiffe ton cycle juste avant de vous donner les informations pour la suite du sommet. Donc Kiffe ton cycle, c'est un mouvement qui vise à diffuser les connaissances autour du cycle menstruel. Dans ce mouvement, on propose des programmes en ligne. Alors il y a un programme en ligne pour les jeunes filles, pour les jeunes personnes, parce que ça peut très bien être encore une fois pour des personnes non binaires ou des personnes transgenres. Donc pour les jeunes personnes de 10 à 17 ans, qui vise à transmettre les informations basiques. Mais tout ce dont on vient parler un petit peu aujourd'hui, comment je reconnais mon ovulation, qu'est-ce qui est normal, pas normal, la couleur des règles, qu'est-ce qui se passe, comment je fais pour soulager les douleurs, les petites douleurs qui peuvent arriver, à quoi elles sont dues, etc. Bref, se comprendre. Et c'est pour ça que c'est un programme qui est accessible à partir de 10 ans, de façon à planter le décor au moment où il y en a besoin. À partir de 17 ans, le programme pour les femmes arrive, et ce programme, c'est le programme Kiffe ton cycle, qui se fait en 8 semaines dans lesquelles vous allez pouvoir aller à la rencontre de votre cycle menstruel, à quel point il est
un allié, à quel point il joue dans votre camp, à quel point ces fluctuations d'énergie, d'humeur qu'on vit sont une chance pour nous permettre de réaliser tous nos projets. C'est tout l'objet du programme en ligne Kiff ton cycle. Ensuite, vous avez les sommets comme celui-ci qu'on propose tous les 4 mois avec des thèmes différents chaque 4 mois. Et puis la possibilité d'intégrer les groupements d'ambassadrices. Alors je dis des groupements, mais plutôt le groupe des ambassadrices. Aujourd'hui, il y a plus de 50 ambassadrices Kiff ton cycle qui donnent des ateliers un petit peu partout en francophonie. Il y en a quelques-unes qui interviennent dans ce sommet là cette semaine. Et les ambassadrices proposent des ateliers expérientiels qui permettent de voir comment justement ces fluctuations, par des petits exercices, des petites mises en situation, comment ces fluctuations peuvent nous soutenir, être dans notre camp, nous faire avancer. Et puis c'est surtout des temps ensemble pour se parler de ce qu'on vit, pour pouvoir échanger, pour pouvoir déposer. C'est des ateliers, ça va être des ateliers mère-fille, des ateliers pour les jeunes filles, des ateliers pour les jeunes adultes, des ateliers pour les adultes. Il peut y avoir des ateliers à thème, des ateliers sans thème. Bref, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous, tous les mois, dans la lettre menstruelle, on vous fait parvenir la liste des ateliers qui vont avoir lieu sur votre territoire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, donc chaque année, il y a de nouvelles cohortes d'ambassadrices qui est formée. Ce qui est important avant de devenir ambassadrice, c'est d'avoir fait le programme Kiff ton cycle, ne serait-ce que pour savoir si vous êtes en accord avec la façon dont je transmets les choses. Et puis pour voir si une fois que c'est intégré, c'est complètement OK pour vous. Je reçois souvent des candidatures d'ambassadrices, mais qui n'ont pas du tout ni suivi le programme, qui m'ont juste écouté comme ça en conférence. Je pense que c'est vraiment essentiel d'en passer par le fait de voir comment je travaille, de voir ce que je présente et de voir si ça vous convient ou pas avant de le faire. Vous allez avoir tous les liens juste en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, en fonction de votre réseau social préféré, parce qu'on essaie de délivrer un maximum d'informations dessus. Et puis n'hésitez pas aussi à aller explorer le site internet. Vous avez dessus un petit test qui s'appelle Évalue la relation avec ton cycle en 2 minutes, qui va te permettre peut-être d'avoir des informations sur comment justement tu interagis aujourd'hui avec ton cycle. Donc n'hésite pas à faire ce test. Tu fais le test et je te demande à la fin ton adresse email. Donc ne sois pas surpris, c'est pour pouvoir t'envoyer le résultat du test. Si tu ne souhaites pas que je continue à t'envoyer des messages derrière, tu peux bien sûr te désabonner en un clic à la fin de l'email. C'est prévu pour. Ce qui est important aussi pour moi de préciser, c'est que Kiff ton cycle, ce n'est pas que Gaël Baldassari, même si c'est souvent moi qu'on voit. Kiff ton cycle aujourd'hui, là en ce moment, il y a 7 personnes qui travaillent à plein temps dans l'entreprise qui est basée à Rennes. Donc 5 salariés et 2 stagiaires qui travaillent à plein temps sur ce projet. Et puis c'est beaucoup de prestataires qui travaillent autour de nous au quotidien. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir faire grandir cette entreprise, puisque Kiff ton cycle est une entreprise. Voilà, je pense que le décor est planté. Je pense que je t'ai donné beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Moi, je vais te laisser voir la suite du sommet. En tout cas, merci de participer, merci d'être présent ou présente pour ce sommet. C'est vraiment essentiel pour nous que ces informations se diffusent. Du coup, si tu connais autour de toi des personnes qui ne sont pas inscrites, eh bien, c'est le moment de leur transmettre l'information pour qu'elles puissent découvrir tous ces beaux contenus que nous avons préparés pour vous. Je vous souhaite une bonne suite de sommet. Je vous dis à très bientôt.